allons passer au tour de table. Michèle Créoff, je vais commencer par vous. Vous êtes vice-présidente du CNPE. Que pensez-vous des pistes qui ont été évoquées? Comment croisent-elles vos travaux? Quelles sont vos priorités, peut-être, en matière de propositions et d'évolution des pratiques? C'est à vous. Je n'ose le dire, 7 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas revenir sur toute la richesse des propos qui ont été tenus parce que ça serait compliqué. Donc je vais plutôt essayer de construire une réponse peut-être un peu simplificatrice, mais sur comment on travaille aujourd'hui au sein du CNPE à partir de la loi du 14 mars 2016 pour justement permettre, je vais citer, la coopération, la conception intégrale intégrée, je dirais la formation, la prévention. Et on travaille sur quelque chose qui paraît assez simple, c'est d'abord comment on construit un langage commun, donc des références partagées communes pour parler ensemble de la même chose et pour pouvoir s'entendre. Parce que sinon, je pense qu'il n'y a pas de coopération et on voit bien qu'on est dans des conflits d'intérêts divers et variés qui viennent percuter la coopération nécessaire. Donc on s'appuie bien évidemment sur la loi du 14 mars 2016 qui nous propose, et même qui institue, un référentiel commun qui est la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant au titre de son développement et des droits y afférents. Et c'est absolument essentiel, je le redis, parce que nous avons enfin un concept ensemble à partager qui va nous permettre de parler avec les juges, avec les médecins, avec les travailleurs sociaux, avec les parents et avec les enfants concernés. Et ce concept de besoins fondamentaux de l'enfant, il y a une démarche de consensus qui l'a défini dans le cadre d'un consensus, et il y a des stades du développement qui permettent de le mesurer. Donc, voilà, nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, à l'orée d'un nouveau paradigme de la protection de l'enfance, où nous avons enfin les fondations pour construire ensemble un langage commun, un regard partagé, des conceptions partagées, et j'oserais dire, en lien avec ce qui se passe au sein du CNPE, une clinique partagée de la protection de l'enfance. Et certains membres à l'intérieur du CNPE parlent même d'une clinique partagée de la violence à travailler ensemble, à partir de ces besoins fondamentaux de l'enfant. Donc il me semble que c'est une chance qui s'ouvre aujourd'hui et qui va nous permettre d'avancer d'une part sur des outils communs, et ça rejoint tout ce qui a été proposé, que ce soit en termes de coopération, de formation, des outils communs, et on a cité des référentiels qui permettent d'évaluer, et là c'est le deuxième outil pertinent, c'est comment construire ce langage commun à partir d'outils communs. C'est-à-dire quand même que sur les 100 et quelques départements, on ait à peu près le même outil pour partager les informations, pour construire les diagnostics et pour construire des diagnostics qui servent à tout le monde, parce que ce que vivent aussi nos enfants en protection de l'enfance, c'est qu'on diagnostique dans le cadre de l'information préoccupante, puis après on diagnostique dans le cadre de l'évaluation avant de trouver l'accueil définitif ou la mesure, et puis parfois on rediagnostique au moment de l'IOE ou de la mesure d'investigation judiciaire. Peut-être qu'on peut penser autrement. Peut-être qu'on peut penser, si on a un diagnostic commun partagé sur des référentiels partagés avec des objectifs partagés, après, pendant toute la chaîne des décisions, on fait confiance à ce diagnostic. Parce qu'on parle ensemble dans la même langue, sur les mêmes choses et avec les mêmes références. Et ça me semble absolument fondamental. Et donc on essaye au sein du CNPE, je dois dire aujourd'hui avec tout le plaisir que j'ai à présider cette instance, parce que je pense que comme pour les ateliers, le climat est particulièrement bienveillant dans les diverses commissions, on est sur ce point de rencontre. Et ça me semble de bon augure. Et puis, je voudrais conclure mon propos avec, pour ceux qui me connaissent, une devise qui m'accompagne depuis le début, qui est une devise du philosophe anarchiste Proudhon. L'enfant n'appartient ni à l'État, c'est-à-dire il n'appartient pas aux institutions, ni à ses parents. Il appartient à sa liberté future. Et nous sommes tous là aujourd'hui pour que cette liberté future
advienne à tous les enfants qui sont aujourd'hui maltraités, négligés, carencés, oubliés. Madeleine Mathieu, vous êtes directrice de la PJ, la protection judiciaire de la jeunesse. J'en profite pour remercier à nouveau vos services, vos équipes pour votre collaboration sur l'organisation de ces assises. C'est à vous. Que pensez-vous de ces propositions? Merci de me donner la parole. Alors évidemment, je vais parler de la place de la protection judiciaire de la jeunesse. À la fois en entendant le retour sur les différents ateliers et après avoir pris connaissance du bilan qui a été réalisé par l'Audace, j'ai envie de dire que si la loi de mars 2016 nous a donné un certain nombre de cadres, d'outils, a posé un certain nombre de structures dans lesquelles nous nous rencontrons maintenant, et je m'en réjouis particulièrement, il importe peut-être, puisque nous sommes dans une perspective d'avenir et de mise en œuvre, d'effectivement faire vivre ce dispositif. C'est toute la difficulté qu'on connaît bien à la protection judiciaire de la jeunesse, de parvenir à diffuser sur les terrains les orientations que l'on souhaite porter. Et je voudrais dire, pour donner une note d'optimisme à l'occasion de cette journée, qu'il y a un début, un frémissement, un commencement tout à fait intéressant de mise en œuvre de cette démarche qui concerne évidemment la protection judiciaire de la jeunesse, puisqu'elle partage le même objectif. Pour moi, la protection de l'enfance, ça irrigue tous les dispositifs qui nous réunissent aujourd'hui, y compris en matière de délinquance. Je crois que la protection, la dimension protection existe également dans ce domaine, et c'est la raison pour laquelle le sujet du parcours est essentiel pour nous, et la réversibilité du parcours est quelque chose qui me paraît extrêmement important et que l'on va pouvoir sans doute obtenir dans cette collaboration qui s'ouvre maintenant avec les conseils départementaux. Alors, pour être plus concrète, je voudrais dire que la loi de mars 2016, elle a engagé les partenaires à protocoler, aussi bien en termes de prévention, c'est-à-dire au tout début, qu'au terme des prises en charge, s'agissant des jeunes majeurs. Ça confirme bien l'idée que la protection de l'enfance, elle concerne l'ensemble du parcours, et c'est en cela que nous devons absolument nous articuler entre protection de l'enfance départementale et protection judiciaire de la jeunesse. Ça va passer par une meilleure connaissance mutuelle et par l'organisation d'actions communes concertées. Une meilleure connaissance mutuelle, je crois qu'elle se développe déjà beaucoup. Vous avez vu à votre arrivée tout à l'heure un petit film sur les manifestations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse. J'avais amené des chiffres, je ne vais pas vous les livrer parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez qu'un nombre conséquent de mineurs soit pris en charge par des dispositifs des départements, soit même pris en charge par des dispositifs du ministère de la Santé, participent à nos manifestations nationales, que c'est l'occasion pour ces publics de mieux se connaître et de comprendre déjà entre eux, et pour toutes les personnes qui participent à ces manifestations, que finalement, il peut y avoir assez peu d'écart entre ces publics. Et un autre aspect qui peut permettre ces rencontres, ce sont les dispositifs d'insertion et de santé. Dans plusieurs départements existent des dispositifs partagés où des jeunes des conseils départementaux et des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse vont se retrouver sur des mêmes plateformes. De la même façon, la démarche PJJ promotrice de santé qui insiste beaucoup sur la démarche de santé dans le sens du bien-être et qui rejoint parfaitement la notion de besoins élémentaires de l'enfant qui sont prioritaires, peut permettre des articulations entre les acteurs. L'importance des cadres dans ce domaine, la situation des cadres qui a été évoquée tout à l'heure, me paraît également à souligner parce que c'est au niveau des conseils départementaux, des directions territoriales,
que ces rencontres, ces articulations peuvent se construire et que des protocoles, des chartes d'action commune peuvent être conclus dans cet objectif-là. Je citerai un exemple parce que c'est un sujet qui est extrêmement débattu au cours de ces assises. C'est la protocolisation qui a eu lieu entre le département et la direction interrégionale Île-de-France pour améliorer l'accompagnement des mineurs non accompagnés et faire notamment en sorte que des dispositifs relais se mettent en place dans les meilleures conditions possibles à l'arrivée de la majorité. Des formations associées sont également mises en œuvre et permettent la connaissance mutuelle des professionnels et des publics. L'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse organise une formation axée sur les sujets de protection de l'enfance, qu'elle évidemment diffuse à nos professionnels, mais qui est également ouverte. Et puisque le temps nous est compté, j'aurais eu beaucoup d'autres exemples à donner, mais je souhaiterais terminer avec un sujet qui est un sujet sensible, certes, mais en même temps extrêmement porteur, puisqu'il s'agit des mineurs radicalisés ou en voie de radicalisation violente, pour lesquels une législation récente a mis en œuvre une double mesure. Pour ces enfants qui arriveraient de zones de guerre et qui seraient placés à l'aide sociale à l'enfance, une mesure de milieu ouvert exercée par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est mise en expérimentation pendant 3 ans pour voir si cette disposition, si ce dispositif doit être continué ou pas. En tout état de cause, pendant le déroulement de ce dispositif, qui a pour raison d'être le fait que la protection judiciaire de la jeunesse a déjà une connaissance de ce type de problématique et peut venir au soutien des équipes de l'aide sociale à l'enfance dans ce cadre très particulier, je dirais que le bénéfice que l'on peut en tout cas tirer de cette expérience que l'actualité nous impose, c'est une connaissance mutuelle des professionnels, un apprentissage à travailler ensemble, et aussi une connaissance mutuelle des problématiques de ces publics. Et je suis persuadée que c'est des sujets extrêmement difficiles qui nous obligent à approfondir finalement des actions, des méthodes d'action éducative que nous avons développées depuis toujours sur les cas les plus complexes, qui rejoignent les travaux souvent conjoints que nous mettons en œuvre, là encore avec les conseils départementaux dans les commissions de cas complexes, ne pourront que faire progresser la qualité de la prise en charge. Voilà. Merci beaucoup et merci vraiment de jouer le jeu du temps contraint. Monsieur Jean-Philippe Vincan, vous êtes directeur général de la cohésion sociale, qui s'est beaucoup impliqué d'ailleurs sur la préparation de la loi du 14 mars 2016 et des décrets. C'est à vous. Que pouvez-vous nous dire sur les perspectives ? Alors moi je dirais bonjour à tous et à toutes que les constats et les propositions formulées dans les ateliers ou recueillis par l'Audace sont le miroir en positif d'un bilan et d'une enquête qui montre effectivement un bilan contrasté et un moral des troupes qui n'est pas totalement au beau fixe du côté des professionnels de la protection de l'enfance. Ce n'est pas totalement surprenant, ce n'est pas une découverte pour une direction comme la mienne, qui a travaillé évidemment à la fois sur la mise en œuvre de la loi du 14 mars 2016, sur le premier plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants, sur le plan pauvreté et sur le plan en faveur du travail social et du développement social. Parce que quand on regarde en fait les constats qui remontent notamment de cette enquête, on repère mieux, ou en tout cas les professionnels l'estiment, on évalue mieux les situations, on écoute plus les enfants, on prend plus en compte l'intérêt de l'enfant, on diversifie les modes d'intervention, mais derrière, ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'on a régressé sur la prévention, on a régressé sur la construction cohérente de parcours, on a régressé sur l'impact des mesures prises sur le devenir des enfants. Et on a régressé, 42% l'estiment, sur les relations entre les acteurs de la protection de l'enfance. Et là, on se situe un petit peu comme quelqu'un qui fait un mauvais rêve et qui, d'une certaine façon, sait de mieux en mieux ce qu'il doit faire, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bon
pour l'intérêt de l'enfant et qui ne peut pas le faire ou qui ne se sent pas en capacité de le faire, comme dans le rêve où on essaye de poursuivre quelque chose, on veut courir et on ne bouge pas. Et je pense que d'une certaine façon, pour faire le lien avec l'intervention des 2 mamans du collectif, quand on parle de placement abusif et de placement inconsidéré, on est évidemment dans des termes très fort vu effectivement du côté des parents, mais du côté des professionnels de la protection de l'enfance, je pense qu'on peut parler et vivre comme un échec des placements évitables, des placements qui sont inadéquats, tout comme en matière d'hospitalisation, il y a des hospitalisations évitables suite à une interaction médicamenteuse, et il y a peut-être des interactions entre la détresse sociale, la précarité, le désarroi parental, des troubles ou des addictions également qui font que faute d'avoir eu des mesures de prévention et d'accompagnement, on se dirige vers le placement alors qu'il aurait pu être d'une certaine façon évité. Quand je regarde les propositions qui sont formulées, je trouve effectivement d'abord cette volonté de faire en sorte que la protection de l'enfance, que l'ASE travaille plus et s'appuie plus sur les autres services, les autres institutions sociales. Moi, je suis frappé par l'idée que maintenant, fait quand même plusieurs décennies que la politique a été décentralisée, qu'elle est assumée par des services de la protection de l'enfance ou de l'enfance de conseils départementaux et qu'elle a le sentiment de régresser en termes de connaissances et de partenariat avec d'autres acteurs. Mais je vois quand même des pistes d'espoir dans la coopération interinstitutionnelle. Quand nous mettons en place réponses accompagnées pour tous, pour les personnes en situation de handicap, enfants ou adultes, sans solution adéquate de prise en charge, qui ne trouvent pas de place en institution, qui sont mal prises en charge au domicile, et que nous mettons en place dans les maisons départementales des personnes handicapées des groupes opérationnels de synthèse qui proposent des plans d'action globaux pour répondre aux besoins de l'enfant handicapé. Que nous dit l'ARS des Pays de la Loire? C'est que les premiers dossiers qui sont présentés devant ce groupe opérationnel de synthèse pour recevoir un meilleur accompagnement social, médico-social, ce sont les services de l'ASE du conseil départemental qui sont venus les présenter. Qu'a à faire le service de l'ASE à suivre au long cours des personnes ou des enfants dont la problématique principale est un trouble du spectre autistique ou un handicap psychique puissant? Est-ce que c'est à l'ASE de résoudre ça seul? Mais pourquoi l'ASE ne travaille pas avec la MDPH alors que globalement tout ça est dans le bloc de compétences et de responsabilité du conseil départemental? Mais zut, le préfet fait des réunions des chefs de collège, des services déconcentrés. On pourrait aussi travailler sur les territoires en interinstitution, surtout lorsque la collectivité qui est responsable est la même. Ces logiques de coopération dans les commissions départementales, il faut qu'elles se mettent en place, évidemment. Quand on parle derrière de prolonger jusqu'à 25 ans la prise en charge de l'ASE, on oublie le fait qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour un accompagnement social de jeunes décrocheurs, de jeunes sans qualification. Ça s'appelle la garantie jeune. Elle a été généralisée sur l'ensemble du territoire. Les missions locales en sont l'opérateur. Les services doivent travailler ensemble pour construire des parcours pour les jeunes qui sortent de l'ASE, pour leur offrir immédiatement une formation, le revenu équivalent au RSA qui est apporté avec la garantie jeune, un hébergement en contactant le service d'information et d'orientation d'accueil en matière d'hébergement ou de logement en foyer, en résidence sociale. Je pense que les potentialités qui naissent de ce travail vraiment interinstitutionnel auprès des territoires, elles existent, elles sont là. Et si le national peut donner l'impulsion en concevant des plans intégrés, le local peut y travailler en coordination stratégique au niveau des responsables des institutions, des directeurs, des cadres, mais aussi au niveau tactique sur des dossiers de personnes. On peut se voir une fois par mois pour faire la liste des 10 jeunes qui vont sortir ou qui posent une difficulté particulière et élargir l'éventail des réponses à apporter qui ne sont pas toujours à trouver du côté de la même institution et qui ne sont pas toujours à trouver du côté de l'ASE parce qu'il y a un aval nécessaire à l'ASE. Il y a d'autres ressources à mobiliser. Elles sont médicales auprès de la PMI, elles sont sociales auprès des conseillers ou conseillères en éducation sociale et familiale des CAF dans le soutien à la parentalité. Allez
Allons chercher ces ressources, elles existent dans les territoires. S'agissant des sujets de formation, c'est un sujet qui est tout à fait essentiel parce que pour parler un langage commun, pour avoir un bon travail entre institutions, entre professionnels, il faut avoir des cadres qui soient les plus partagés. Et je veux le dire, la réforme qui est en cours, notamment des diplômes de niveau 3 du travail social, les diplômes d'État, l'idée de donner un socle commun de formation aux 5 professions, aux 5 métiers de niveau 3 actuellement, on nous dit vous allez mélanger tous les métiers, brouiller toutes les cartes. Mais quand même, dans les études médicales, il y a 6 années d'études communes à l'ensemble des médecins et ensuite 9 ans ou 11 ans après, on a des pédiatres, on a des anesthésistes, on a des médecins de santé publique. Ils ne font pas le même métier, mais ils ont la même approche de l'écoute du patient, la même éthique professionnelle. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir sur 3 ans de formation, une année ou 12 mois sur les 3 ans qui soient consacrés à des sujets communs comme l'écoute des personnes accompagnées. Il est inscrit dans le plan d'action en faveur du développement social la participation des personnes accompagnées aux formations. Nous y travaillons avec les établissements et instituts en travail social. Ils sont prêts à jouer le jeu, mais pour mettre en œuvre ces réformes, il faut avoir un minimum de confiance sur le fait que l'État, la commission professionnelle du travail social, qui est paritaire avec les syndicats et les employeurs, il faut avoir confiance dans l'idée qu'ils ne veulent pas casser le travail social et se priver de cet outil qui est absolument essentiel en matière de cohésion sociale et d'intervention sociale. Donc voilà, ce sont des convictions fortes que j'exprime. Je pense que nous avons posé beaucoup, effectivement, de principes ou beaucoup d'outils ou de dispositifs qui vont nous permettre de progresser collectivement pour que non seulement on sache qu'il y a des situations préoccupantes, non seulement qu'on évalue en prenant en compte le besoin de l'enfant, mais qu'on soit beaucoup plus fort derrière dans la promotion de ces enfants, dans leur promotion. La politique de la protection sociale de l'enfant, c'est une politique d'égalité des chances, c'est une politique d'investissement social à court, moyen et long terme. Il n'y a pas de plus belle politique où investir que dans la politique de l'enfance. Et vous le savez, vous avez eu le message d'Agnès Buzyn, ce sera tout le sens de son action. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vincan. Cyriaque Cacheux, peut-être une réaction rapide, si vous pouvez, sur les propos qui ont été tenus. Oui, simplement pour dire à quel point je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit au sujet de l'articulation sur l'ensemble des dispositifs. À la protection judiciaire de la jeunesse, nous connaissons la même problématique de jeunes qui seraient peut-être soit à orienter en amont ou en aval de nos dispositifs vers des prises en charge dans le cadre des MDPH par exemple, et un travail conjoint avec notre grand partenaire de la protection d'enfance qui est le département nous permettrait effectivement de mieux s'articuler globalement avec les autres dispositifs, qu'il s'agisse de l'éducation nationale ou de la santé. Voilà, je partageais tout à fait ce qui a été dit en termes d'objectifs et de concrétisation. En fait, c'est ça l'objectif que nous devons avoir maintenant, de concrétisation de toutes les orientations pour lesquelles les cadres nous ont été donnés par la loi de mars 2016, avec évidemment les moyens dont nous disposons et en sachant que c'est un objectif permanent que d'améliorer les prises en charge dans ce cadre. Merci. Madame Créoff, une réaction ? Oui, moi je voudrais relever un point qui me semble important, c'est que la politique de protection de l'enfance est aussi une politique, et peut-être à égalité, une politique de promotion, comme l'a dit M. Vincan, mais aussi une politique de santé publique. Je reprendrai les conclusions du rapport de la Défenseure des enfants sur les enfants présentant un handicap en protection de l'enfance. 77 000 enfants, je regarde Geneviève, 77 000 enfants sur 330 000, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'anecdotique, on est véritablement dans comment, sur des enfants scabossés, ça provoque des troubles du développement qui sont producteurs de handicap. Et donc, on voit bien qu'on est dans des constructions de politique de santé publique et que ce partenariat, encore une fois, social, socio-éducatif, médical, sanitaire, est absolument nécessaire. Donc, oui, la MDPH, mais ce n'est pas la MDPH qui crée
les places dans les structures, ce qui veut bien dire qu'au-delà des relations au sein des services départementaux entre l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH, c'est bien au sein des territoires comment on construit avec les ARS, avec l'éducation nationale, avec la PJJ, avec la protection de l'enfance, une véritable politique de promotion aussi bien en termes de santé qu'en termes de chance. Et ça me semble très intéressant. Merci. Je vous propose maintenant d'écouter Jean-Louis Sanchez qui va nous faire une très courte synthèse de ces 2 jours. Puis nous accueillerons M. Jablanca pour la conclusion. Moi, je me réjouis vraiment de ce que nous avons entendu ces 2 jours, avec vraiment un souci pour tous de dépasser les limites habituelles. Je disais en aparté à M. Vincan combien j'avais apprécié qu'il soit en colère. On a besoin effectivement, je dirais, d'être à la hauteur tous de l'enjeu que représente non seulement la protection de l'enfance, mais la protection de l'enfance dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de l'avenir, qui s'éloigne de plus en plus, je dirais, de leur avenir. Et en même temps, j'avais envie de terminer sur une note très optimiste, car la charité aurait dit idéaliste. Et en fait, je suis embarrassé, parce que je crois qu'on a vécu un immense paradoxe aujourd'hui. Il y a à la fois un partage, une ambition partagée pour que la protection de l'enfance soit encore meilleure et devienne peut-être le fer de lance du développement social et peut-être même de la fraternité. Et en même temps, on sent bien que tout mouvement provoque de la violence, une réaction qui est quand même souvent, je dirais, difficile à maîtriser. Et je suis inquiet, parce qu'effectivement, la protection de l'enfance va connaître une période de très grands changements dans la rénovation de l'offre de services, dans l'évaluation des pratiques. Nous allons nous publier effectivement un rapport sur la EMO prochainement qui pose vraiment la question du maintien de la EMO sous sa forme actuelle, après avoir écouté le terrain. Donc tout ça, ce sont des mutations importantes. Mais comment faire des mutations importantes quand il est difficile de trouver un langage commun aux politiques et aux professionnels? Voilà, c'est une vraie difficulté. Et je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est difficile de dire ces choses-là. Mais nous avons vraiment vécu les assises du paradoxe. Je tiens à tous vous remercier vraiment très sincèrement pour votre adaptation aux contraintes du jour. Merci. On n'a pas pu débattre comme on l'aurait souhaité. J'espère néanmoins que vous avez pu passer quelques messages.